Et nos rapports humains sont hélas comme ça aujourd'hui, puisque justement on n'est plus capable de traiter nos problèmes nous-mêmes, on dit c'est de la faute des autres, ou on va leur refiler. Par exemple, une mère, elle a plein d'émotions, plein de souffres, elle ne sait pas quoi en faire. Ça tombe bien, elle a une fille sous la main. Alors, elle va refiler son souffre à la fille. Et comment elle va faire? Par exemple, elle va l'empêcher d'agir. À chaque fois que la fille va vouloir faire quelque chose, c'est-à-dire libérer son souffre, la mère va dire « laisse-la, je vais le faire ». Donc ça veut dire qu'elle le fait à sa place. Et l'autre, l'énergie qu'elle devait utiliser pour faire ça, qu'est-ce qu'elle en fait? Ben, elle n'en fait rien. Après, elle peut se mettre en colère contre la fille. Elle peut la diriger, elle peut lui dire « tu vas faire ça, tu vas pas faire ça ». En réalité, elle lui donne toutes ses émotions. Elle va expliquer à la fille ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Mais pas pour la fille. C'est elle qui pense comme ça. Donc, elle va lui refiler toutes ses émotions. Et la fille, elle ne va plus en pouvoir un moment. Et comme elle va être pleine de soufre, et que le soufre, ça brûle, eh bien, elle va faire toutes les maladies rouges, des inflammations, des éruptions, des brûlures. Alors, au bout d'un moment, la fille, elle n'en peut plus. Elle va dire, bah, ça va, je coupe ce lien-là. Et la mère, évidemment, ça l'arrangeait bien de vider ses poubelles dans la fille. Elle va dire, comment tu peux faire ça pour ça? J'ai tout fait pour toi. Et vous entendrez ce soir, j'ai tout fait pour toi, j'ai tout fait au sens d'étouffer. Et à partir de ce moment-là, la fille elle est libre, mais la mère, tout le souffre qu'elle donnait à la fille, bah, c'est elle qui va l'avoir, elle va essayer de lui refiler. Et pour lui refiler, elle va essayer de l'attraper comme un poisson. Et c'est là qu'elle va dire, ah bah, je peux bien mourir maintenant, tu t'en fous après tout ce que j'ai fait pour toi. Et là, la fille, elle a deux solutions. La première, c'est de dire, moi j'en ai rien à faire de ce que tu as dit, et à ce moment-là, le lien est coupé. Ou alors elle dit, bon, d'accord, une fois, et c'est foutu. Elle vient d'être reprise. Donc ça, c'est un exemple rapport mère-fille, par exemple. Mais ça marche aussi avec le bon copain ou la bonne copine. Hein. Là, vous avez votre copain, il a un problème, et qu'est-ce qu'il fait? C'est celui qui vous appelle à chaque fois qu'il a un problème. Donc il vous appelle, et pendant 2 heures, il vous cause. Ça veut dire qu'il vide toutes ses émotions. Puis au bout de 2 heures, il vous dit, ah, ça m'a fait du bien, puis il raccroche. Et vous êtes comme ça. Ça veut dire qu'il a réussi son coup. Ça veut dire que toute sa souffrance, toute cette énergie, tout ce qui contenait son âme, qui était trop et qui était mauvais, il vient de vous le refiler. Ouais. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous avez votre conjointe, votre femme, votre chien, votre enfant qui passe dedans. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez lui sauter à la gorge. Donc vous allez faire une colère qui n'est pas à vous. Toute cette énergie-là, il faut vous en débarrasser. Bah, le premier qui passe, c'est lui qui va prendre. C'est la patate chaude ou le papier collant. On essaye de le refiler. C'est-à-dire, c'est quoi alors? Il faut se forger une carapace parce que rien du tout, surtout pas. Surtout pas. Forger une carapace, ça veut dire qu'il n'y a rien qui rentre et il n'y a rien qui sort. Ouais, en plus, forger, c'est terrible ce que je suis en train de dire. Forger une carapace. Là, c'est l'enfer, on est complètement enfermé. Au contraire, il faut être transparent. C'est-à-dire que quand quelqu'un essaye de déverser le soufre sur vous, vous êtes transparent. Ça veut dire que vous ne le prenez pas pour vous. Si vous le prenez, alors évidemment, ça va l'énerver. Mais c'est normal que ça l'énerve parce que vous ne l'en débarrassez pas. Donc, mais on va être gentil, on n'est pas, on est diplomate. On va dire, écoute, je comprends tes problèmes et tout, mais c'est pas les miens. Je veux bien te donner un conseil, je veux bien faire quelque chose, mais moi, je me remplis pas de tes trucs. C'est à toi aussi de régler ton problème. Alors, généralement, la personne va dire, ah bah, t'es très méchant, parce qu'elle essaye la culpabilité. Et si vous dites, ah oui, c'est vrai quand même, je suis pas sympa, je le rappelle, pof, ça y est, vous êtes fait. Vous êtes refait avoir encore. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aider les autres, ça ne veut pas dire tout ça. Mais ça veut dire, voilà comment ça circule. Mais tout le monde le fait. Hein. Oui, tout le monde le fait. Hein. Un bébé, par exemple, il est dans son lit, et puis il veut que vous veniez le voir. Qu'est-ce qu'il fait? Il va pleurer. Et l'énergie circule dans notre monde toujours d'une manière sinusoïdale. C'est comme ça, ici, dans notre monde. Donc, il va pleurer d'une manière sinusoïdale, et il va vous envoyer son souffle. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Cette émotion monte chez vous, elle monte, puis quand il y en a trop, ça vous pousse à l'action. Parce que cette énergie, une fois qu'on l'a à l'intérieur de soi, elle n'a que 2 manières pour sortir, thermique ou dynamique. C'est-à-dire ça chauffe ou on bouge. Donc là, l'émotion monte, qu'est-ce que vous faites? Vous y allez. Ben, c'est exactement ce qu'il voulait. Donc ça veut dire qu'il a utilisé son émotion pour vous pousser à l'action. Un autre exemple, vous allez au théâtre, la pièce vous a plu, ça vous a fait faire des émotions. Ces émotions, vous ne pouvez pas les garder. Donc vous essayez de les refiler aux acteurs. Comment vous faites? Vous applaudissez. Applaudir, c'est bien énergie sinusoïdale. Eux, ils n'en veulent pas non plus. Qu'est-ce qu'ils font? Ils saluent. Donc ils vous la renvoient finalement. Donc vous applaudissez. Et puis ils resaluent. Et puis à un moment, quand tout le monde est épuisé, tout le monde peut rentrer chez soi. Ça veut dire qu'on a bien éliminé cette agitation. Et ces émotions, ce souffre, la meilleure manière de le faire sortir, c'est par le souffle. C'est pas un hasard si ces mots sont si proches, souffre et souffle. Vous avez un enfant, vous lui dites quelque chose qui ne lui plaît pas, qu'est-ce qu'il fait? Il souffle. Et ça vous énerve quand il fait ça. C'est normal, parce qu'avec le souffle, il vient de vous renvoyer son soufre.
Et là, vous avez deux possibilités, thermique ou dynamique. Thermique, vous devenez tout rouge. Dynamique, vous lui mettez une claque. Ça veut dire, je lui rends. Et lui, qu'est-ce qu'il fait quand je lui mets une claque? Ben, il crie. Mais en criant, ça veut dire qu'il me renvoie cette émotion-là. Et à ce moment-là, une fois que j'ai éliminé cette émotion, je m'excuse, mais je peux le faire que parce que j'ai éliminé cette émotion. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut le faire, hein, mais ça veut dire voilà le mécanisme. Et c'est même pas intellectuel. Par exemple, vous bricolez et vous vous mettez un grand coup de marteau sur le doigt. D'accord? Vous sautez partout en criant. Vous pouvez me dire en quoi votre doigt il est moins écrasé de sauter partout en criant? Donc ça sert à rien en gros. Ouais, c'est vrai. Ben, si ça sert, que ça élimine l'émotion que vous avez fait. Thermique ou dynamique? Là vous avez choisi dynamique, vous sautez. Et le plus fort, c'est qu'on a tendance à renvoyer l'émotion et l'énergie à ce qu'on croit qu'il nous le fait faire. Par exemple, ici je sors d'ici dans le couloir, il y a un courant d'air, je prends la porte dans la figure, qu'est-ce que je fais? Je tape la porte. Ouais. C'est idiot. Mais pourtant, ça veut dire, elle m'a fait faire de l'émotion, et ben je lui rends. Alors vous voyez que ce mécanisme et l'alchimie, ben, c'est le contraire de ça. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de carapace, et cette énergie, on la transmute. Vous remarquerez quelque chose de fondamental, c'est que les alchimistes ne transforment pas, ils transmutent. Transformer, c'est prendre une forme pour faire une autre forme. Transmuter, c'est prendre une forme et la faire disparaître en lumière. C'est pas pareil. Donc ça veut dire que toutes ces émotions-là, ces énergies, eh bien, elles ont un côté négatif, mais un côté positif. Parce que la colère, par exemple, eh bien, on peut la transmuter en force. Et c'est dommage de perdre une grande colère, si je peux la transmuter en force et pour construire. Et tout le travail de l'alchimiste, ça va être ça. Comment, d'une énergie qui détruit, on va en faire quelque chose qui construit. Et une fois que ça sera construit, on va trouver la voie du milieu, la paix, et on pourra disparaître. Non, mais c'est énorme. Franchement, voilà, moi je suis assez impressionné par cette voilà, la logique et on veut dire à chaque fois de cette philosophie, parce que finalement, presque l'alchimie, il faudrait l'apprendre à plus de gens, non? Mais c'est comme tout, je veux dire, le problème... Il faut s'y intéresser par soi-même, peut-être, non? Oui, mais c'est une philosophie. L'alchimie, je vous ai dit, c'est pas une technique. Oui, c'est pas une technique. Donc ça veut dire qu'une technique, on peut l'apprendre dans des livres, on peut avoir des cours, mais là non, c'est une philosophie. L'alchimie, c'est une manière de vivre, une manière de respirer, une manière d'être. On n'est pas seulement alchimiste quand on est dans son laboratoire, on est alchimiste tout le temps. Il y a toujours une différence, c'est valable pour l'alchimie, mais tous les arts. Il y a ceux qui parlent d'alchimie, il y a ceux qui font de l'alchimie, puis il y a les alchimistes. C'est pas les mêmes. C'est autre chose. Il y a beaucoup de gens qui parlent d'alchimie, parce que c'est des historiens de l'alchimie, mais ils n'ont pas compris l'essence, mais ça ne les intéresse peut-être pas non plus. Puis il y a des gens qui font de l'alchimie. C'est-à-dire que c'est ce qu'ils imaginent ce que c'est. Et puis il y a les alchimistes, ils sont animés par quelque chose. C'est-à-dire au début, on est des techniciens, parce qu'on ne connaît rien. Et puis au bout d'un moment, il y a un truc qui se passe, il y a un truc qui se révèle, une flamme, et à ce moment-là, c'est presque une foi, mais une foi non religieuse. C'est-à-dire qu'on n'a pas de Dieu, on n'a pas de maître, parce que qui dit maître dit soumettre. Hein. C'est une voie de liberté absolue, une voie de choix. On est responsable de ce qu'on fait. On est heureux d'être dans ce monde-là, mais on agit dans ce monde-là. On ne se plaint pas, on travaille. On dit toujours, l'alchimiste ou le cherchant cherche du travail et l'ignorant cherche des excuses. Ouais. Hein, c'est-à-dire qu'on a tellement de raisons de rien faire, et puis de dire c'est les autres qui sont très méchants, mais là c'est pas le cas. Là, on fait. On fait pour défaire. On fait pour faire disparaître. Mais on fait. Rester immobile dans un monde agité demande beaucoup de travail. Donc, c'est pour ça qu'on n'arrête pas de réfléchir. Mais réfléchir, c'est au sens littéral. Réfléchir. L'univers vous bouscule et vous réfléchissez. Et l'idée, c'est de trouver justement ce point d'équilibre, cette voie du milieu. Mais elle n'est pas technique. Elle n'est pas dans la méthode. Même si on commence par la technique et on commence par la méthode, mais il faudra l'oublier. Sinon, on est perdu dans la méthode. On est perdu dans la technique. On reste enfermé dans la matière. Et là, l'idée, c'est que la matière, ça soit un tremplin vers la lumière, mais pas un piège. Et on peut parfaitement se faire piéger dans la matière. Les alchimistes ont mis des secrets techniques, il va falloir que je fasse de la technique pour les retrouver. Ça peut être louable de penser ça, mais à mon sens, c'est une erreur. Mais ça ne regarde que moi. Alors, on nous a posé la question sur la mémoire de l'eau. Je ne sais pas ce que vous savez, parce que voilà, il y a... Tout, non, je plaisante. La mémoire de l'eau, c'est intéressant. Voilà. Bien sûr. Bien sûr, c'est une réalité, ça. Bien sûr, c'est les travaux de Benveniste. Ouais. Mais il y a une histoire, c'est que dans chaque corps, il y a le sel, le soufre et le mercure. Hein. C'est-à-dire le corps, le message et la nature du message. Par exemple, si je prends du sel de table, et que je le dissous dans de l'eau,
Je vais avoir une solution salée. Et je vais laisser évaporer. Et en laissant évaporer, je vais m'apercevoir que le sel va se décomposer en 3 natures différentes. La première chose, je vais avoir du sel qui monte sur les côtés, puis qui va redescendre. Il a la forme de chou-fleur. Il est animé celui-là, il cavale, hein, il bouge. Ça va être le soufre du sel, c'est-à-dire son agitation, son émotion. Ensuite, je vais avoir des cubes au fond. Ça, c'est le sel du sel, c'est-à-dire la partie la plus dense, la plus lourde, qui va être au fond. Et à la surface, tout en haut, je vais avoir des petites aiguilles. C'est l'esprit de sel, c'est la fleur de sel. Donc vous voyez, il y a une partie très lourde, c'est le corps, il y a une partie qui cavale, c'est l'âme, et il y a des petites aiguilles, c'est l'esprit. Et cet esprit il va avoir une particularité, c'est pas de l'esprit de sel, hein. L'esprit de sel c'est de l'acide chlorhydrique. Mais on va dire que c'est l'esprit du sel, c'est-à-dire sa partie la plus subtile. Comme elle est subtile, il va y avoir un message de sel très fort dedans, puisque c'est que de l'esprit, c'est que du message. Et bien, ça aura une particularité, c'est que la fleur de sel a plus de goût salé que le sel normal. C'est normal parce que c'est juste son esprit. Donc j'aurai moins de matière et plus d'esprit. Donc j'en déduis que moins j'ai de matière, plus l'esprit fonctionne. Donc dans chaque corps, il y a son esprit, son agitation et sa matière. Donc si je prends de l'eau, et l'eau c'est ce qu'on appelle un mercure, c'est-à-dire un messager. Il y en a plein des mercures. L'alcool aussi c'est un messager. L'huile aussi c'est un messager. On peut le prouver. Vous prenez de l'eau, vous mettez des feuilles de thé dedans, l'eau elle a bien le goût du thé. Ouais. Donc ça veut dire qu'elle a bien pris un message. Donc l'eau a la capacité de prendre un message. Donc à partir de ce moment-là, la question c'est comment je vais faire pour mettre un message dans l'eau, puisqu'il est capable de véhiculer ce message. Alors il y a plein de manières différentes. On pourrait prendre une plante, la mettre sur de l'eau et la mettre au soleil. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Les rayons du soleil vont passer à travers la plante et vont impressionner l'eau comme une plaque photographique. Et à partir de ce moment-là, l'eau aura le message de la plante. Et là, je vais avoir ce message. C'est par exemple les fleurs de bac. Mais les fleurs de bac, c'est pas fait avec de l'eau, c'est fait avec de l'alcool. Mais c'est pareil parce que l'alcool, c'est aussi un messager. Donc je mets mes fleurs, je me laisse passer le soleil, ça imprime l'alcool. Et maintenant, quand je vais boire l'alcool, ça aura le message de la plante. Donc ça soignera en fonction de la vertu de la plante. Première chose, l'homéopathie, c'est la même chose. Ouais. C'est quoi l'homéopathie? Si on va prendre une teinture mère, c'est-à-dire un principe curatif, et ce principe, je dis bien le principe, pas la chimie, le message, on va le faire passer dans quelque chose. Hahnemann, d'abord, il fait passer dans de l'eau. Après, on le met dans du sucre. Mais d'abord, il fait passer dans de l'eau. Et il se rend compte d'un certain truc, c'est que ces médicaments marchent mieux quand ces patients sont loin de chez lui. Et là, il ne comprend pas, parce que c'est les mêmes médicaments. Oui, mais il y a une raison, parce qu'il y va à cheval. Et quand il y va à cheval, le médicament, il est secoué. Et quand il est secoué, ça donne de l'agitation. Et l'agitation, ça va donner plus de force au message qui est dedans. Et c'est pour ça qu'on va dynamiser le message qui est dedans en le secouant. Ça, c'est la première chose. Et puis après, on se rend compte que, qu'est-ce qui fait obstacle au message? C'est la matière, finalement. Donc, plus je retire de la matière, mieux ça marche. Donc plus je dilue, mieux ça marche. Et c'est pour ça qu'en homéopathie, plus on va diluer le produit, mieux il va fonctionner, à condition qu'il soit fait correctement. Donc, la mémoire de l'eau, c'est comment mettre seulement de l'information à l'intérieur d'un vecteur pour pouvoir transporter cette information-là. Alors bien sûr que ça marche. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Ouais, parce que ça, c'est une grande question. La mémoire de l'eau, j'en ai tellement entendu parler que... Oui. Voilà, mais bon, voilà, vous me dites que c'est vraiment établi, mais... Oui, puis on peut la matérialiser. C'est-à-dire qu'on ne voit pas le message. Mais supposons que je prenne un produit, je sais pas moi, qui calme les battements cardiaques. Et que ce produit, je passe le message dans l'eau. Quand je vais boire l'eau, ça va calmer le mouvement cardiaque. Ça veut bien dire que ça a pris le message. Mais sans qu'il y ait une molécule. C'est pas de la chimie, c'est de l'information. C'est différent. C'est pour ça que quand les chimistes disent « Oui, mais alors c'est normal, parce que alors quand il n'y a plus une molécule de produit dedans, ça ne peut plus marcher. » Mais si, parce que ce qui nous intéresse, ce n'est pas la chimie, c'est le message. Au contraire, puisqu'on sait maintenant que moins il y a de messages, plus l'information circule. Mais vous voyez, cet antagonisme qu'il peut y avoir en disant « C'est une réaction chimique, ça ne peut pas s'expliquer », et l'alchimiste ou celui qui fait de l'homéopathie va dire « Non, 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 c'est pas de la chimie, c'est du message. » Et c'est la même différence qu'entre l'alchimie et la chimie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'entendre parce qu'on ne parle pas de la même chose. On ne parle pas de la même chose. On ne parle pas de la même chose, c'est quelque chose qui est complètement différent.
Non, mais c'est ça, parce que c'est comme... alors, moi, il y a une question aussi, les symboles, parce qu'il y a énormément de symboles dans l'alchimie, on voit alors énormément de symboles, comment pour les interpréter, il faut bien que quelqu'un vous les enseigne, comment on peut y arriver nous-mêmes? Non, il y a plein de choses par analogie. C'est-à-dire que les livres d'alchimie fonctionnent un peu comme des tables croisées. C'est-à-dire qu'on va parler d'un symbole en disant ça veut dire ça. Après, dans un autre livre, on va prendre du même symbole, on va dire pas du tout, ça veut dire ça. Puis après, dans un autre, on va dire pas du tout, ça veut dire ça. Et à vous, entre les trois, de trouver ce qui est vrai. Donc, ça va être un jeu d'énigmes un peu. Puis après, il y a des symboles qui sont imagés. Il faut savoir que quand on lit des livres de chimie, même du XVIIe ou du XVIIIe siècle, ils parlent en termes alchimiques. Pourquoi? Parce que c'était des termes allégoriques. Par exemple, on ne donne jamais le nom des métaux, mais on donne le nom des dieux qui correspondent aux métaux. Par exemple, si je prends, il y a 7 métaux qui sont alchimiques, eh ben, il y a 7 dieux. Et si je veux parler de fer, je ne parlerai pas du fer, je parlerai de Mars. Donc je dirais, tu vas travailler ton Mars. Si je ne sais pas que c'est le rapport avec le fer. Pourquoi? Parce que Mars, c'est la guerre, c'est le guerrier, l'épée, donc il y a un rapport avec le fer. Alors après, je vais te dire, on va utiliser du safran de Mars. Alors, du safran de Mars, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Mais je vois du vrai safran, qu'est-ce que c'est? C'est une poudre. C'est une poudre rouge. Une poudre rouge. Mars, c'est du fer. Donc du safran de Mars, c'est de la rouille. Vous voyez, il y a une analogie quand même avec cette idée. Alors après, on va avoir des salamandres, on va avoir des dragons. Des dragons, le lion vert. Voilà, le fameux lion vert. Le fameux lion vert. Mais on l'entend de plein de manières, parce que évidemment, et c'est pour ça que je m'inscris toujours en faux quand les gens disent oui, mais ils parlent toujours de la langue des oiseaux, ils ne parlent pas d'alchimie. Non, parce que pour comprendre l'alchimie, il faut comprendre la langue des oiseaux. C'est une obligation. Tous les textes ont été écrits dans la langue des oiseaux. Ce qui veut dire que si on ne comprend pas, et si on ne comprend pas ce fonctionnement, on ne peut pas comprendre les textes. Et le lion vert en est un exemple phare. Déjà, le lion, l'animal lui-même, on peut l'entendre plein de fois. Est-ce que ça veut dire l'animal ou est-ce que ça veut dire lié? Ah oui, parce que le lion, ça veut dire attachons ensemble. Donc peut-être que quand je parle du lion, c'est pas de l'animal, mais c'est peut-être une fonction d'attacher. Bon, et il faut lire aussi. Mais il faut lire, il faut lire, relire, c'est marqué. Mais lire, est-ce que c'est lier ou est-ce que c'est lire? Est-ce qu'il faut que je regarde ou est-ce qu'il faut que j'attache aussi? Alors vous voyez déjà, il y a un nom. Alors en plus il est vert. Donc s'il est vert, c'est qu'il y a quelque chose de caché dedans. En plus le lion, si je prends cet animal, il attache à la fois, mais c'est un animal agressif. Il a du mordant. Ah, un animal qui a du mordant. Tiens, ça c'est déjà intéressant. Je laisse ça d'un côté. Pour faire de l'alchimie, je vais vous donner comment faire le grand œuvre, comme ça on sera débarrassé avec ça. On prend un métal, on le décompose. Et quand on décompose un métal, il perd sa forme. Et il devient noir. Pareil, laissez traîner un légume quelque part ou un animal quelque part, vous allez voir, il va noircir. Parce que quand un corps se décompose, la lumière ne peut plus rentrer dedans, elle se perd dedans, et donc ça devient noir. Donc, comme ça n'a plus de forme, ça s'est volatilisé. Et comme c'est noir, le symbole qu'on a pris, c'est un corbeau, parce que c'est un volatile noir. Vous voyez? Là, on peut juste entendre le rapport entre ce corbeau. Et le corbeau, on entend le mot. Il a le corps beau. Donc ça veut dire, c'est à nous de trouver le beau corps. Au début, c'est le corbeau, l'animal noir, puis après c'est le beau corps, c'est-à-dire ce qu'on a trouvé dedans. Et ça, c'est une première œuvre. Mais ça, je peux le comprendre que dans la langue des oiseaux. Et vous voyez que dans ce travail-là, il faut décomposer la matière. Donc décomposer un végétal, c'est facile. Décomposer un animal, mais décomposer un métal. Allez-y, vous, pour décomposer un métal, je le laisse, puis j'attends qu'il pourrisse? Non. Il va falloir que je mette quelque chose dessus. Et ça tombe bien parce que je viens de laisser de côté un animal mordant. Le lion, il est mordant. Donc, qu'est-ce qui peut mordre le métal pour le décomposer? Et d'ailleurs, on le dit, un acide. D'ailleurs, on parle du côté mordant d'un acide. Et puis je regarde, on parle de lion vert. Ah, il faut que cet acide soit vert. Donc, ça y est, j'ai le mode d'emploi d'un produit pour faire un acide vert qui va attaquer mon métal pour l'ouvrir. Et voilà mon lion vert. Alors après, c'est quoi l'acide vert? Alors je regarde par exemple à Notre-Dame, où là, il y a la représentation graphique du lion vert. Vous avez vu quelques cathédrales, vous avez vu Saint-Denis, vous avez vu d'autres, et on voit un personnage, c'est un guerrier, il a son épée, il a un écu sous le bras, et avec un lion vert dessus. Et puis, quand on le regarde précisément, il a une cotte de maille. Donc une cotte de maille, c'est un guerrier, il est martial. On l'a vu, Mars, c'est le fer. Est-ce que je peux faire un acide avec du fer? Ouais. Je prends un sulfate de fer, je fais passer de l'eau dessus, et j'ai un acide sulfurique. Et l'acide sulfurique, ça attaque le métal. Drôlement bien. Sauf qu'il y a un problème, l'acide sulfurique que j'ai, il est jaune. Ça ne marche pas.
On parle de lion vert. Alors je regarde la sculpture d'une manière plus précise, puis je vois qu'il a une jupe qui lui tombe sur les pieds. Ça se peut pas. C'est un guerrier, il va aller au combat avec une jupe sur les pieds, il va se casser la figure. Donc si on a pris la précaution de lui coller une jupe, c'est qu'on avait une idée derrière la tête. Si la partie en haut c'est l'homme, Mars, la partie en bas c'est la femme, Vénus. Et ça tombe bien parce que Vénus, c'est un autre dieu, une déesse, et ça correspond à un autre métal. Et cet autre métal, c'est le cuivre. Est-ce que je peux faire un acide avec du cuivre? Oui. Je prends un sulfate de cuivre, je fais passer de l'eau dessus, et j'ai un acide sulfurique bleu. Et bien un acide sulfurique bleu plus un acide sulfurique jaune, ça donne un acide double vert. Et vous voyez, à travers la langue des oiseaux et la sculpture, j'ai la recette du lion vert des alchimistes. Incroyable, incroyable. Non mais c'est vrai. Alors qu'est-ce qu'on nous dit ce que dit M. Berestellat sur l'état d'esprit nécessaire en alchimie m'évoque la citation de Keats, alors K-E-A-T-S, capable d'être dans l'incertitude, le mystère et le doute, en oubliant l'exaspérante quête de la vérité et de la raison. Voilà l'état d'esprit qui convient. Tout à fait. Je ne connaissais pas Keats, oui. Vous connaissez Oui, de nom. L'idée, c'est vraiment d'abandonner le désir. Et évidemment, le désir de la vérité aussi, c'est-à-dire le désir de la quête. On doit être au-delà de ça, même si au début, on commence tous des voies initiatiques pour de mauvaises raisons. Je commence une voie parce que je suis pas bien, parce qu'on m'aime pas, parce que j'ai mal aux pieds, parce que je suis pas bien dans ma maison, parce que mon travail me plaît pas, et j'imagine que la voie va faire que ça va m'apporter des réponses à toutes ces questions. Mais c'est pas ça. La voie ne répond jamais aux questions, mais elle fait qu'un jour on n'en a plus. Ce qui n'est pas la même chose. Et pour trouver cette voie, on parlait d'unité. Mais l'unité, personne n'a la moindre idée de ce que ça peut être. Donc c'est une drôle de voie. On ne peut la trouver que si on ne sait pas ce qu'on cherche. Parce que si on sait ce qu'on cherche, au mieux on trouvera ce qu'on sait. Donc il faut être capable de suivre une voie sans savoir ce qu'on va faire. Donc c'est sûr qu'on abandonne la quête. C'est plus que ça. On est un peu comme les chevaliers errants. Cette quête de chevalerie. Celui qui est errant, c'est celui qui est dans l'erreur. Donc ça veut dire que le chevalier, il erre comme ça. Il ne sait pas où il va en vrai. Puis un jour, ça lui tombe dessus ou pas. On ne sait pas. C'est la différence entre le savoir et la connaissance. Le savoir, c'est voir ça. C'est chronologique, ça s'apprend dans les livres. Connaître, c'est naître avec. Ça vous tombe dessus ou pas. Mais pour que ça vous tombe dessus, il ne faut pas qu'on désire quelque chose. Donc, il faut abandonner effectivement tous nos désirs, même de réussir cette quête. Et surtout de prouver qu'elle est bonne. Celui qui a besoin de preuves vit l'épreuve. C'est incroyable. Alors là, on me demande, c'est Rogelio, mon cher Rogelio, qui demande, peux-tu demander s'il y a une différence pour Patrick, alors, parce qu'on est deux Patrick, donc là, entre des alchimistes et des kabbalistes, car dans la Kabbale, on trouve des notions, l'interprétation des mots, et aujourd'hui, on sait ce que ça représente les kabbalistes dans la société moderne. Ah bon, on peut établir un lien entre les kabbalistes et les... On peut pas forcément établir un lien, mais on peut établir un parallèle. En tout cas. Parallèle. C'est-à-dire que les kabbalistes sont des spéculatifs. C'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'ils fabriquent pas des choses. Ils travaillent seulement dans l'esprit. Donc on pourrait parfaitement imaginer, puisque l'esprit est le verbe et le verbe agit sur le monde, qu'à travers la Kabbale, on pourrait agir sur le monde. Alors ça nous donne des clés, par contre. C'est-à-dire des mots qui sont en hébreu, qui sont des matériaux alchimiques. Quand on les lit en hébreu, ça nous donne des clés qui sont absolument édifiantes. Alors c'est dans toutes les voies. C'est-à-dire qu'on pourrait utiliser la Kabbale ou l'alchimie à mauvais escient, et on pourrait l'utiliser à bon escient. Mais ça dépend de la philosophie. Et c'est pour ça que quand moi je m'intéresse à la Kabbale, je ne m'intéresse pas à la Kabbale moderne, c'est-à-dire à partir du XVIIe siècle. Parce que là, ça devient une Kabbale religieuse. Et à partir de ce moment-là, d'ailleurs, les religieux détestent assez les kabbalistes. Parce qu'ils sont en dehors du dogme. Sauf la Kabbale moderne, justement, qui est à partir du XVIIe siècle. Mais il y en a une qui est beaucoup plus ancienne, qui est celle du VIIIe siècle. Pour ceux que ça intéresse, c'est celle d'Abraham Aboulafia, qui est, elle, spirituelle, mais pas religieuse. Et là, ça change tout. Ça veut dire que c'est ouvert à tout le monde. Ça veut dire que c'est pas communautariste. Ça veut dire que c'est pas fermé, mais ça veut dire qu'au contraire, c'est ouvert sur le monde extérieur. Et là, c'est intéressant parce que c'est un autre point de vue du monde. Et c'est pas un point de vue réducteur comme pourrait être une religion. Ouais. Donc à partir de ce moment-là, cette Kabbale est intéressante et elle peut être comprise, voire être utilisée par les alchimistes. Mais pour comprendre son monde. On va partir d'un autre principe. Vous savez qu'en Kabbale, on prend l'alphabet hébraïque et que l'alphabet hébraïque a 22 lettres. Ouais.
Et que, pourquoi il y a 22 lettres, pas 36, 43, hein, c'est qu'on considère que l'univers est créé par une vibration. C'est ce qu'on a vu un peu. Une musique. Cette musique, d'ailleurs, vous pouvez l'entendre en allumant votre poste de télévision, en le branchant sur rien. Tous les petits points qui pétillent, voilà. C'est la musique de l'univers, le mouvement brownien. Cette musique-là, on ne peut pas l'entendre, nous, en une seule fois. Elle est trop. Donc on l'a réduite jusqu'à ce qu'elle soit audible, et ça a fait un 22e. Crac, on a mis une note, on a fait une lettre. Puis après l'autre, et ainsi de suite. Et donc on en a tiré les 22 lettres. C'est pour ça que la première phrase de la Genèse en hébreu, Bereshit bara Elohim et, veut dire « Au début, les dieux créèrent et ». Et et, ça veut dire du Aleph au Tav, de la première à la dernière lettre. Et c'est pour ça qu'il y a cette homophonie entre « au début était lettre » ou « lettre ». On ne sait pas. C'est comme si c'est vibration, et c'est pour ça que c'est un alphabet sacré, parce que si c'est un alphabet sacré, ça crée. Donc avec ces 22 vibrations, on a pu les combiner pour créer l'univers, ou pour le comprendre. Donc là, ça commence à être intéressant, parce que si je suis capable de décrypter les mots en hébreu, les lettres vont me donner des clés qui sont vraiment très très intéressantes. Par exemple, le guide, un vrai guide, c'est celui qui guide tout le monde pareil. Il ne fait pas de différence. C'est-à-dire qu'il guide les hommes et les femmes pareil. Énergie positive et négative. Il faut s'entendre sur le terme. Hein. Positif, ça veut juste dire qu'il va de l'intérieur vers l'extérieur, et négatif, ça veut juste dire qu'il va de l'extérieur vers l'intérieur. C'est ni bon ni mauvais. C'est pour ça qu'on dit l'homme est positif, parce que lui, il est dans l'expansion, et que la femme est négative, parce qu'elle est dans la réception. Et c'est pour ça qu'on n'est pas égal, parce que si on était égal, il y en aurait un de trop. S'il y en a deux qui font la même chose, ça ne sert à rien. Mais on est complémentaire. Complémentaire, c'est ça. La femme va chercher la lumière, elle le donne à l'homme qui le met dans la matière. Je dis homme, femme, énergie positive et négative. Donc en hébreu, ça se traduit, ça. La mère, c'est une lettre, c'est la 13e lettre de l'alphabet, qui est la lettre mem. Et cette lettre, elle est ronde, c'est comme une femme qui accouche. Et l'homme, lui, il est expansif. Donc c'est comme un chandelier à 3 branches, c'est le shin, c'est le feu. Et donc celui qui guide, c'est à la fois le feu actif et à la fois la mer passive. Ben, si j'associe les deux lettres, mem et shin, ça fait un mot Moïse. Et Moïse, c'est Moïse. Et c'est pour ça que Moïse, il guide. Et quand Moïse, il arrive en haut du mont Sinaï, il reçoit la lumière de l'Éternel. Tout ça, c'est pas ces histoires, peu importe, tout est symbole. Hein. Et la lumière de l'Éternel, c'est le buisson ardent. Le buisson ardent, ouais. Donc on le voit, c'est 3 feux encore, là, qui sont en bas. Et bien maintenant, j'ai 3 feux, une lettre ronde, 3 feux. Et Moïse, maintenant, Moïse, il s'appelle Shemesh. Et Shemesh, ça veut dire le soleil. Donc vous voyez, le guide, homme et femme, quand il reçoit la lumière, il rayonne, il est le soleil. C'est beau quand même. C'est magnifique, c'est extraordinaire. Et vous voyez, c'est pas du tout culturel ou communautarisme, c'est valable pour tout le monde, ça. C'est beau. Et dans ce sens-là, c'est intéressant. On a l'histoire du golem aussi. Oui, le golem. Ah bah oui, vous savez. C'est le monstre, c'est ça. Oui, un monstre. C'est dans le ghetto à Prague. À Prague, voilà. Et d'ailleurs, le cimetière existe toujours là-bas. Et celui qui a fabriqué ce golem, qui est le rabbin Love, il est toujours là-bas. Enfin, il est enterré là. Donc il y a plein de gens qui viennent du monde entier pour voir celui qui a fabriqué le golem. Et l'histoire du golem, c'est s'ils sont dans un ghetto, c'est une communauté qui est persécutée, et ils savent qu'il y a des soldats qui vont venir les tuer, donc ils demandent au chef de la communauté, qui est ce rabbin-là, entre parenthèses, le rabbin Love en hébreu, ça ne veut pas dire amour, mais ça veut dire lion, parce que c'était un personnage avec des cheveux blancs, une grosse barbe, donc il ressemblait à un lion, vous voyez, on retombe sur le lion tout à l'heure, et il demande à ce rabbin de fabriquer un espèce de robot, quoi. C'est-à-dire un être suffisamment fort, puissant, pour les protéger. Alors le rabbin, il l'accepte, il va chercher de la terre qui est sur le fleuve, du limon, et puis il bâtit un personnage de glaise. Mais il faut qu'il l'anime, c'est-à-dire animer, c'est donner une âme. Et donc, donner l'âme, c'est apporter le souffle. C'est pour ça que quand vous arrivez, on vous donne le premier souffle, puis quand on part, on le raccroche, c'est le dernier souffle. Donc il faut qu'il lui donne un souffle. Donc il va lui mettre dans les narines, il va souffler, et sur le front, il va lui marquer quelque chose. Il va marquer le mot « émet », le Aleph, qui est la lumière, le Mem, qui est le contenant, et le T, le Tav, la fin. Ça veut dire « je te remplis de la lumière jusqu'au bout ». Donc, c'est ce qu'il fait, et ce mot veut dire « vérité ». Vous voyez, c'est quoi la vérité? C'est de se remplir de lumière jusqu'au bout. Alors lui, il est rempli de lumière, pouf, il s'anime, et puis qu'est-ce qu'il fait? Ben, comme il est grand, fort, il est plus que grand et plus que fort, il tue les soldats, et puis il protège la communauté. Jusqu'ici, tout va bien.
Mais l'homme étant ce qu'il est, à un moment, la communauté dit, le golem, oui, ben maintenant on n'a plus besoin de lui, il est moche, quoi. Alors, c'est pas très sympa, parce qu'il les a sauvés quand même. Alors, ils mettent une palissade autour pour le cacher. Alors que ce pauvre golem-là, lui, il demandait rien à personne, il a aidé tout le monde. Hein. Ouais. Vous voyez, il y a aussi une leçon à ce moment-là. Et donc, la communauté, au bout d'un moment, il y a les enfants qui sont au-dessus, puis qui lui jettent des pierres. Alors le golem, qui est très fort, il les chasse comme des mouches, parce qu'il n'en peut plus au bout d'un moment, et puis il en tue. Alors évidemment, la communauté dit, il faut le tuer, c'est fini, il est trop dangereux. Et ils vont voir le même rabbin qui a fait ce golem pour les sauver, et ils demandent maintenant de le tuer. Alors évidemment, le rabbin il dit, attention, vous savez vraiment ce que vous voulez faire, vous ne savez pas, vraiment, il vous a aidé, c'est comme ça que vous le traitez. Alors déjà, ça veut dire qu'on ne juge pas les gens sur leurs apparences. Parce qu'ils ne leur ressemblaient pas, ils ont dit, on va le tuer. Alors, le rabbin, il accepte finalement, et pour le tuer, il n'y a qu'une seule chose à faire, parce qu'il ne veut plus, hein, le golem. Lui, il a une âme maintenant, il est vivant, il n'a pas du tout envie qu'on le tue. Donc il est obligé de lui faire un piège, et pour ça, pour l'arrêter, pour le tuer, il faut qu'il débranche. Donc il se cache, et il efface la première lettre. Et quand il efface le Aleph, c'est-à-dire la lumière, le Emet devient Met. Et Met, ça veut dire mort. Et oui, comme Mat, El Check Mat, le roi est mort. Donc on voit bien que de vérité, Emet, on a retiré la première lettre et il reste Met, mort, et il tombe comme mort. Et donc la différence entre la mort et la vérité, c'est le Aleph, la première lettre. C'est énorme. Non mais c'est incroyable. C'est comme, alors j'ai appris alors aussi que la souris verte, cette chanson était une chanson d'inspiration alchimique. Franchement. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Parce que moi j'étais stupéfait. Donc cette chanson que vous connaissez probablement tous, hein, une souris verte qui courait dans l'herbe. Et qu'est-ce que ça signifie? Parce que moi quand j'entends ça, je vous avoue, cette chanson, évidemment je la connais depuis que je suis tout petit, comme beaucoup de gens j'imagine, j'ai jamais rien compris. Mais c'est normal. L'histoire de souris verte, ça se transforme en escargot, on nous dit il faut la montrer à des messieurs, on sait pas qui c'est, je n'ai jamais rien compris. Et jusqu'à ce que je découvre que c'était en fait un conte alchimique. Ah complètement, c'est un conte complètement alchimique. Bon, j'ai déjà raconté plusieurs fois, mais mais ça vaut le coup de la plaisir raconter, parce que vraiment c'est extraordinaire comme histoire. Bah oui, en réalité, si je reprends l'histoire, effectivement, c'est une souris verte qui courait dans l'herbe, je l'attrape par la queue, je la monte à ces messieurs. Ces messieurs me disent, trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud. Effectivement, ça veut rien dire du tout. Alors non seulement ça veut rien dire, on apprend ça à nos enfants. Et quand ils sont grands, ils apprennent ça à leurs enfants. Et si ça voulait dire quelque chose, vous vous rendez compte la portée de ce texte? Parce qu'on ne le comprend pas, mais on le confie à nos enfants, qu'ils confient à nos enfants, qu'ils confient à nos enfants. Finalement, c'est comme s'il y avait un secret qui ne pouvait être compris qu'à celui qui était capable de l'entendre. Alors évidemment, on sait aujourd'hui que le vert, c'est la connaissance des choses cachées. Donc déjà, la souris, elle n'a pas n'importe quelle couleur. Voilà, elle est verte. Elle est verte. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose de caché. Et nous, on va entendre ce soir dans la langue des oiseaux, c'est quand le vert vous sourit. Donc c'est-à-dire quand vous avez trouvé le secret. Et il est où le secret? On le voit tout de suite parce que je l'attrape par la queue. On ne l'attrape pas par n'importe quelle partie du corps. Et pourquoi la queue? Parce que vous avez par exemple des cuisiniers, on appelle des maîtres-queues. Et c'est pas parce qu'ils ont une queue, c'est parce qu'ils utilisent une pierre pour affûter leur couteau. Et cette pierre, elle est longue comme ça, et on l'appelle la queue. Donc la queue est la pierre. Donc quand le ver vous sourit, vous trouverez la pierre. Ah, déjà ça m'intéresse. Donc ça, on nous dit, tu auras trouvé le secret de la pierre philosophale. Comment on va faire maintenant? Je la montre à ces messieurs. Donc c'est qui ces messieurs? C'est mes cieux. C'est-à-dire les cieux d'en haut. C'est-à-dire je la montre au ciel. Et au ciel, c'est là que tout a été caché, puisque c'est confidentiel. Et oui, c'est là où ça a été confié. Donc, que me dit le ciel? Et là, il me donne le mode d'emploi. Trempe-la dans l'huile, trempe-la dans l'eau, et ça fera un escargot tout chaud. L'huile, c'est le soufre. C'est huileux, c'est épais, ça prend feu, c'est les émotions. Donc on nous dit, tu vas travailler sur les émotions. L'eau, on l'a vu un peu, c'est le mercure, le messager des dieux, l'esprit. Donc, si tu travailles sur tes émotions et si tu trouves l'esprit, ça fera un escargot tout chaud. Et là, on ne comprend pas, parce que notre quête, c'est la quête de la finalité de la pierre philosophale. Mais souvenez-vous de la racine qu'on a vue tout à l'heure, Gal, pierre. Alors évidemment, cette pierre, quand on va parler d'escar aussi,
Vous savez, quelqu'un qui a des escarres, ça veut dire qu'il a des brûlures. Ouais, ouais. Et quand il y avait des feux ou quand il y avait des machines à vapeur, ce qui sortait, on appelait ça des escarbilles. Ouais, C'est-à-dire les billes de feu. Ouais. Donc là, je parle d'escargot, escargale. Escar c'est feu, gale c'est pierre, donc la pierre de feu. Et c'est pour ça que l'escargot il sera tout chaud. Donc, c'est la pierre philosophale. Donc c'est une recette de la pierre. C'est la recette de la philosophie, de la pierre philosophale. Quand le ver te sourira, c'est-à-dire quand tu auras trouvé le secret, tu trouveras la pierre. Pour trouver cette pierre, il faut d'abord que tu sois inspiré par les cieux. Quand tu auras trouvé ce mode d'emploi qui vont te donner, travaille sur tes émotions, trouve ton esprit, et tu trouveras la pierre des philosophes. C'est incroyable. Sur une petite comptine comme ça, qui est populaire, qui a traversé le temps, est populaire, parce que c'est, comme vous dites, on l'apprend sans comprendre. Hein. Moi, je me suis toujours demandé, une souris verte, j'ai jamais rien compris. Une souris verte, déjà, ça n'existe pas. Ah oui, mais... Voilà, on la trempe, elle devient escargot. Puis après, il y a la strophe suivante qui donne le mode d'emploi, c'est-à-dire comment on fait physiquement. Parce que là, c'est encore plus sauté, hein, quand on prend l'histoire. C'est, je la mets dans un tiroir, elle trouve qu'il fait trop noir. Je la mets dans ma culotte, elle fait 3 petites crottes. Et je la mets dans un chapeau, elle trouve qu'il fait trop chaud. C'est encore plus farfelu. Ah hein. oui, ouais. Mais quand on la met dans un tiroir et qu'elle trouve qu'il fait trop noir, il me semble qu'on a parlé du corbeau. Cet animal noir qui va se décomposer, ben voilà, ça veut dire qu'on va commencer par la décomposition. C'est ça, la mettre dans le tiroir. Et puis après, je la mets dans ma culotte, elle fait 3 petites crottes. Vous savez, quand un creuset ou une pipe ou quelque chose est noirci autour, on dit qu'elle est culottée. Ah, je sais pas. Bah, je vous le dis. Donc ça veut dire que quelque chose de culotté, c'est quelque chose qui a laissé un déchet, qui a laissé quelque chose de noir autour. Et évidemment, je la mets dans ma culotte, c'est-à-dire dans un creuset culotté, et elle va faire 3 petites crottes. Et les crottes, c'est ce qu'on jette. Et d'ailleurs, entre parenthèses, c'est un terme alchimique, hein, parce que, excusez-moi d'être un peu trivial, mais quand on va aux toilettes, on appelle ça des sels. Ouais. Alors on l'entend comme on veut. C'est vrai. Donc ça veut dire 3 petites crottes, finalement, c'est 3 sels. Donc ça veut dire que dans le creuset, il va y avoir 3 sels. Et quand ces sels vont être séparés, je la mets dans un chapeau. Mais le chapeau, c'est la chose qu'on met sur la tête, donc le plus haut, le plus subtil. Et d'ailleurs, à tel point, c'est que quand quelqu'un a un chapeau, c'est un chef, puisqu'il a un couvre-chef. Donc ça veut dire que c'est l'esprit, c'est le mercure, c'est le spiritus, c'est ce qu'il y a de plus élevé. Donc ça veut dire qu'une fois qu'on aura cette décomposition par 3 feux, eh bien on le mettra dans un creuset, et il faudra que le subtil monte jusqu'en haut. Mais faut pas que ça soit trop chaud, donc je la mets dans un chapeau, et elle trouve qu'il fait trop chaud. Donc vous voyez, c'est quasiment un mode d'emploi de laboratoire, là. Là, on nous dit ce qu'on va faire. Mais c'est ça, c'est complètement incroyable. Sur une simple comptine, c'est pour ça que moi je suis stupéfait de l'influence. Alors on nous dit, quid du vitriol en alchimie, qui est, si je ne me trompe pas, de l'acide sulfurique. Alors oui et non. C'est-à-dire que oui, c'est vrai que le vitriol, c'est de l'huile de verre. Pourquoi ? Parce que ça a une substance qui est très épaisse. Donc comme c'est épais, on a cette notion. Mais en réalité, on ne parle pas du vitriol, mais des vitriols. Si je prends l'acide dont j'ai parlé tout à l'heure, l'acide sulfurique, c'est un vitriol. Ouais. Si je prends l'acide double ion vert, c'est un vitriol. Mais le plus important, c'est que c'est les initiales d'une phrase. Ça veut dire « visita interiora terrae, rectificandoc, inveni occultum lapidem ». Ce qui veut dire « visite l'intérieur de la terre, et en rectifiant, tu trouveras la pierre cachée ». Ce qui veut dire « visite l'intérieur de toi-même, et en te rendant juste, tu trouveras la pierre philosophale ». C'est ce que veut dire le vitriol. Autrement, le terme chimique de vitriol, c'est tous les acides. C'est tous les acides, d'accord. Voilà. Alors on nous dit, oui, Mister Quenel qui dit te pas si on te dérange, parce que ils ont l'impression que je fais plus attention à eux, parce que d'habitude ils participent énormément, mais quand on a un invité, vous posez vos questions, je ne peux pas tout le temps être sur l'écran, les amis. Alors, Humain Virus, si les alchimistes s'intéressent à la mécanique quantique, que pense Patrick de la dualité onde-corpuscule et des résultats différents des objets quantiques projetés sur des fentes de Young avec ou sans observateur? Pour moi, l'alchimie et la physique quantique, c'est la même chose. C'est-à-dire c'est la continuité. C'est ça. Ouais, je vais mettre tous les physiciens quantiques à dos, mais c'est pas grave. Je veux dire, pour moi, c'est la même chose parce que ça veut dire que l'expérimentateur a une place dans l'expérience. Là, par exemple, il parle d'un photon qui est à la fois ondulatoire et corpusculaire, c'est-à-dire qu'on ne sait pas où la matière commence et où l'onde s'arrête. Mais ça, c'est pas les phénomènes les plus étranges. Le phénomène d'intrication,
C'est-à-dire qu'on va prendre deux photons, je parle un peu plus technique puisqu'on parle de physique quantique, hein. On va prendre deux photons qu'on va intriquer, c'est-à-dire qu'on va associer. Alors le photon, je crois, c'est un grain de lumière. Un grain de lumière. Voilà. Mais c'est déjà quelque chose. Voilà. C'est-à-dire, c'est pas seulement une onde. Ça, un photon, ça a une pression. C'est-à-dire quand on met une voile solaire, par exemple, elle se gonfle, elle bouge. Donc ça veut dire qu'il y a bien de la masse, il y a bien quelque chose, il y a bien une structure. Mais les photons, ils ont une particularité, comme d'autres particules, c'est qu'ils ont un spin. C'est-à-dire qu'ils tournent dans un sens ou dans l'autre. Et ce qui veut dire que si j'associe deux photons, c'est-à-dire je les lie, quand je vais changer l'un, l'autre change aussi. Bon, mais quelle que soit la distance. Et pourtant qu'on sait que la vitesse maximum qu'on peut avoir dans notre monde, depuis Einstein, c'est 300 000 km par seconde. On ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière. Et pourtant là, c'est faux, parce que quelle que soit la distance, quand je change un, l'autre tourne. Ça veut dire que l'information circule entre les deux bien plus vite que la vitesse de la lumière. Ce qui veut donc dire que ça passe par quelque part d'autre. Ce qui voudrait dire qu'il y a peut-être plusieurs univers, et qu'au lieu de passer seulement par le nôtre, ça passe, ça fait un trou, ça passe par un autre, puis ça va dans l'autre univers. Donc ça veut dire que la réalité n'est pas forcément ce qu'on croit. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça c'est ce qu'on appelle l'effet fantôme, qui est mis d'ailleurs en évidence par Einstein. Donc la deuxième, c'est le fameux chat vivant ou mort, c'est observer un phénomène le modifie.